Bonjour, je suis Guillaume Vimenet, fondateur et auteur philosophe chez Autopoïèse. Aujourd'hui, nous allons nous demander comment améliorer et cultiver notre intuition. Qu'est-ce qu'une pédagogie de la créativité? Dès maintenant, likez, commentez et abonnez-vous à nos contenus. Voilà, je vais commencer avec une citation de Graham Wallace. L'humanité a besoin de pensée créative si nous voulons prévenir les catastrophes immédiates ou futures. Quel est le statut de l'imagination dans notre culture? À la création et à l'imagination, notre culture a bien souvent privilégié l'imitation et la reproduction. L'histoire de la pensée, depuis l'Antiquité grecque, met en lumière les difficultés éprouvées par notre culture judéo-chrétienne pour penser l'acte de créer. Chez Platon, par exemple, l'imagination renvoie à un mode de pensée mineur, une simple imitation du réel. A contrario, seule la raison, par un travail de réminiscence, peut conduire à la vérité. D'ailleurs, le concept grec d'aletheia atteste à quel point le souvenir est plus important que la découverte. Le travail de connaissance est alors celui de reconnaissance. Ainsi, même la poésie désigne un art mimétique, qu'Aristote définit comme l'imitation d'une action noble, conduite jusqu'à sa fin et ayant une certaine étendue. Toute idée de création, et encore plus d'autopoïèse, est absente dans l'Antiquité gréco-latine. Même la philosophie subversive et transgressive de Diogène finit par déboucher par un retour à la nature, l'imitation d'une essence enfouie. Cette représentation va se poursuivre bien entendu avec l'idéologie chrétienne, où la création renvoie seulement et uniquement au divin. De facto, on peut lire chez Descartes, par exemple, que je serai le même sans imagination. De même, Pascal nous dit, je le cite, « L'imagination, c'est cette partie décevante dans l'homme, cette maîtresse d'erreur et de fausseté. » Kant, quant à lui, identifie l'imagination à la capacité de faire la synthèse de nos expériences que la raison traduira en concept. Il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour penser l'imagination et la création en termes de capacité à engendrer du nouveau. Avec Nietzsche, dans une certaine mesure, mais aussi une tradition française inspirée, avec Bergson, Bachelard, Alain, Castoriadis, l'imagination va devenir une logique autre que la raison, permettant de percevoir la réalité et de mieux comprendre le monde. Bachelard voit dans l'imagination la faculté de déformer les images fournies par la perception. Au début du XXe siècle, le philosophe américain John Dewey fut l'un des premiers à développer une pédagogie où le modèle de développement cognitif de l'enfant laisse une place à l'imagination. Et donc, existe-t-il une pédagogie de la créativité? Durant le XXe siècle, la créativité va être valorisée, notamment dans l'éducation. De faculté à imiter, elle est devenue la capacité à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste. L'imagination créatrice renvoie alors à la possibilité de faire des combinaisons nouvelles. Ainsi, Vygotsky décrit l'imaginaire comme le résultat de deux opérations mentales, la dissociation et l'association. Dans ce même ordre d'idées, Piaget voit dans l'imagination un moyen de se développer, de passer à un état d'équilibre supérieur du fait que l'imagination permet d'envisager tous les possibles. L'imagination, définie comme la combinaison libre et l'assimilation réciproque des schèmes, constitue le domaine de l'impossible et s'oppose ainsi à la pensée logique. Créer et imaginer permettrait de s'extraire d'un contexte afin de se libérer. Le psychologue Graham Wallace a modélisé le processus créatif en 4 étapes. Première étape, la préparation, qui consiste à définir et poser le problème. Deuxième étape, la phase d'incubation, qui demande de se relaxer, se tenir à l'écart du problème. L'inconscient va alors former librement des associations d'idées. Troisièmement, l'illumination survient lorsque l'idée intéressante devient consciente. Enfin, quatrième étape, la vérification nécessite d'évaluer et développer l'idée. Donc le processus créatif peut faire l'objet d'itérations, lorsqu'une idée montre des imperfections au moment de la vérification. À partir de là, il va se développer des pédagogies de la créativité. Celle-ci implique de valoriser les pensées divergentes, d'encourager la persévérance. Pourquoi cultiver son intuition? L'intuition est l'art acrobatique de penser les choses au plus près. C'est une citation de Vladimir Yankelevitch. Henri Bergson a construit une philosophie de l'intuition au sein de laquelle il s'est détaché des philosophes intellectualistes, au premier rang desquels figure Kant.
À l'entendement et à la raison scientiste, Bergson prône l'exercice de l'intuition. En effet, la raison serait liée au langage, qui dénaturerait notre rapport au réel. Les mots fixent et figent le mouvement de la vie. Mots et concepts simplifient la complexité du réel et ne peuvent exprimer ce que nous ressentons. Avec le langage, nous n'avons pas d'immédiateté à nous-mêmes. C'est seulement grâce à l'intuition que nous pouvons pénétrer en profondeur dans notre être. L'intuition permet de se connaître, de se découvrir soi. À la rigidité des mots, l'intuition substitue une fluidité, une limpidité, une durée qui nous dévoile à nous-mêmes. C'est seulement grâce à l'intuition que l'on perçoit notre moi superficiel, modelé par les conventions sociales et les automatismes culturels. Vivre en société se ramène bien souvent à suivre docilement une suite d'automatismes. À partir de là, nous pouvons accéder à notre moi authentique par la libération de ces anciennes attaches. La liberté s'éprouve en accord avec notre moi profond. L'individu peut alors ressentir l'élan vital, processus créateur, imprévisible, impulsion originelle de création qui est invention pure. L'intuition de Bergson renvoie donc à une méthode de découverte de soi. Elle désigne le rapport de l'esprit avec lui-même en tant que pure forme d'intériorité. Cette exploration intérieure ne peut s'accomplir par le biais d'une pensée conceptuelle et analytique. À l'intellect, il faut donc privilégier la connaissance intuitive. Connaître mieux, c'est se détacher, se laisser vivre, afin de cesser d'établir une séparation entre les états antérieurs et futurs et l'état présent. Cette vision directe de l'esprit par l'esprit requiert un long travail, nécessitant une sympathie spirituelle. La créativité et l'intuition doivent-elles être développées? D'après Todd Loubart, nous vivons l'ère de l'homo creativus, comme acteur économique. Créer est devenu une injonction, imposant à l'individu d'être flexible et de mobiliser de grandes habiletés cognitives. Au-delà de la création, nous vivons une époque de rupture, imposant de s'adapter sans cesse et plus que jamais à de brusques changements. Cette configuration implique de s'auto-créer à chaque instant, de se redéfinir tout au long de la vie. Mais l'absence de fixité et de stabilité constituent des opportunités pour le sujet de vivre plus. Bien davantage que la simple résilience, les capacités autopoïétiques élèvent le sujet au gré des ruptures dans son existence, pour construire des ponts entre chaque période de vie. L'autocréation se développe par le biais de la découverte de soi, l'intuition et l'imagination. Se réinventer nécessite de ne pas trop penser, mais de ressentir. En cela, une pédagogie de l'autocréation doit se reposer sur l'art, comme moyen d'accès intime à soi. L'art authentique repose sur l'intuition, sur cette coïncidence immédiate avec les choses, ce dévoilement de la réalité. Dans l'art, on se transporte à l'intérieur de nous-mêmes, dans un mouvement jusque-là inexprimable. Autopoïèse vous accompagne dans la mise en lumière de votre moi authentique, notamment grâce à l'écriture autopoïétique.